Chers amis du Dialogue franco-russe, tout d'abord, joyeux Noël. Bonne fête pour cette année 2025. L'année 2024 n'a pas été joyeuse pour nous tous, pas de surprise. Par contre, nous avons effectué 50 vidéos cette année grâce à notre petite équipe avec mon caméraman. Nous avons créé des contenus de réflexion et de dialogue pour vous. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui partagent nos vidéos, mais aussi qui ont fait pas mal de dons et de cotisations. Malheureusement, je ne peux pas vous remercier tous et je n'y arrive pas. Par contre, vous avez toujours mon mail info@dialoguefrancorusse.com et je vous invite à m'écrire si vous avez besoin de plus d'interaction ou juste pour avoir ne serait-ce que n'importe quel retour suite à votre don. Sachez que nous avons décidé de mettre en place une lettre d'information également pour vous informer par rapport à nos différents événements, actions, conférences, concerts pour cette année qui vient. Merci beaucoup d'être avec nous et de maintenir le dialogue franco-russe. Bonjour François Martin. Bonjour Irina. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour Irina. Vous êtes tous les deux géopoliticiens, écrivains, essayistes. Vous avez écrit pas mal d'ouvrages que vous avez déjà présentés au Dialogue franco-russe. Vos livres respectifs, Le temps des fractures, François Martin, et Vendre à la guerre, le complexe militaro-intellectuel de Pierre Conessa, illustrent bien cette actualité géopolitique d'aujourd'hui. Il y a une vidéo de Boris Johnson qui circule en ce moment sur X qui dit clairement que la perte de la guerre en Ukraine, pour eux, pour l'Occident, c'est la perte de l'hégémonie occidentale. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté de l'Ukraine qu'on veut tous sauver. Vous citez dans votre livre Alexandre Solzhenitsyn. Il y a des chapitres entiers sur ce qu'a dit le grand écrivain russe, qui a prévu que le déclin de l'Occident proviendrait, entre autres, de son envie persistante d'imposer ses règles au reste du monde. Et sur ce fond-là, l'avant de la guerre, ça passe très très bien, avec le complexe militaro-intellectuel et industriel, notamment américain. Comment voyez-vous cette évolution-là en 2024, de tout ça, de ce déclin d'un côté des guerres partout, des conflits? Eh ben, écoutez, moi j'ai écrit ce livre après le précédent qui s'appelait L'Ukraine, un basculement du monde. Donc d'abord, je trouve que le titre du premier n'était pas trop mal vu, parce que ça bascule. Et puis là, le temps des fractures, on est dedans, quoi. Et moi, j'ai été frappé par la concomitance entre ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé en Gaza, ce qui s'était passé en Afrique, et ce qui s'est passé en Europe, en Angleterre, en France avec les élections européennes, en Allemagne, et le point d'orgue avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, de ce que j'appelle le réveil des peuples. Et j'ai mis en regard ceci avec un effondrement progressif, c'est pour ça que j'ai cité Solzhenitsyn, de l'Empire américain, selon la phrase de Solzhenitsyn qui dit « Ce ne sont pas les revendications fortes qui font les révolutions, ce sont les régimes faibles. » Et il y a véritablement un affaiblissement du régime américain aujourd'hui, très, très, très fortement à mon avis, et c'est ça qui provoque ce réveil des peuples et ces conflits. Il y a une concomitance entre les deux, voilà. Si je résume les choses, c'est pour ça que j'ai parlé de guerre décoloniale, en fait de processus décolonial. Pour moi, l'Ukraine, c'est un processus décolonial de la Russie contre l'Occident. Poutine avait dénoncé un nombre de fois incalculable. Et Gaza, pour moi, c'est un processus décolonial du peuple palestinien contre la colonisation israélienne, c'est clair. Et l'Afrique, c'est pareil. Enfin, les révolutions africaines, si on peut appeler ça comme ça, qui sont un peu antérieures, c'est la même chose. Et les réveils des peuples européens, c'est aussi un processus décolonial. Voilà ce que je pense. Voilà. Et Solzhenitsyn s'insère là-dedans, puisqu'il le prédit, en fait.
tout le monde a rappelé qu'il avait prédit la chute de l'URSS en 78, quand il fait ce discours de Harvard, mais personne ou très peu de gens ont compris que sa critique dans son texte, que je reprends pratiquement intégralement, sa critique est beaucoup plus importante du système occidental que du système soviétique à l'époque. Ce qu'il appelle le parti d'un côté et le marché de l'autre. Et l'essentiel de sa critique, c'est contre nous. Et aujourd'hui, je pense que sa prophétie se réalise en ce moment. Voilà. Moi, je suis toujours un peu gêné par les notions de croissance, apogée, déclin, qui sont des concepts historiques qui ont été posés au XIXe siècle par un historien anglais qui écrivait sur l'Empire romain et qui s'appelait Gibbons, enfin bref. Et donc, on a tous gardé en tête cette idée qu'effectivement, il y a un moment, une phase de déclin. Or, c'est pas systématiquement. Le système a marché pendant un certain temps, c'est certain. L'histoire des civilisations, on est quasiment imprégné. Maintenant, est-ce qu'on est dans cette situation-là? Je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire que c'est de la capacité à se régénérer qu'un système éventuellement évite, si vous voulez, la phase du déclin. Regardez un exemple où l'Europe était rasée en 1945. On ne peut pas dire que l'Europe aujourd'hui vive encore dans une situation, même si elle était sous dépendance américaine, en fait, l'Europe, ça existe aussi. Moi, il y a un autre exemple qui me frappe beaucoup, c'est la Corée du Sud. En Corée du Sud, le pays est rasé. Séoul a été pris 3 fois pendant la guerre. Aujourd'hui, c'est la 5e puissance industrielle de la planète. Donc, si vous voulez, je suis toujours gêné par l'idée qu'il y a une espèce de trajectoire, si vous voulez, qui aboutisse toujours au même, comment dire, que c'est une phase descendante, et puis ensuite, on va tourner la page, on va trouver un nouveau héros, comme dans les séries américaines. Donc, sur le fond, aujourd'hui, je trouve que le dégel qu'a provoqué la fin de la guerre froide crée des scénarios complètement différents. Complètement différents, parce que tout ce qui était considéré comme frontière intangible, parce que c'était, si on y touchait, on faisait intervenir l'autre, etc., tout ça a complètement évolué. Donc, regardez avec le cas de l'Ukraine, vous avez deux légitimités historiques qui s'affrontent. Euh, et ce qui est intéressant, c'est la façon dont la guerre a été vue ici, parce que quand il y a la révolution de Maïdan, vous savez, toute la partie Est, très, très proche de la Russie, va finalement se mettre dans une situation d'insurrection. Et Poutine intervient quand il y a déjà 13 000 morts 14 000 morts à la frontière. Bon, je ne connais pas beaucoup de pays qui, ayant perdu 14 000 de leurs ressortissants, laisseraient faire le massacre. Mais par contre, c'est l'invasion de Poutine qui est considérée comme l'agression. Vous voyez, donc ce cursus historique-là, il faut essayer de le reprendre sur chacune des crises pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Pour le déclin de l'Occident, bon, écoutez, il y a de toute façon que les cartes soient redistribuées. On n'est pas du tout habitué à penser à un monde multipolaire. Ça, on n'y est pas du tout habitué parce qu'on était le centre de l'univers pendant longtemps, donc il n'y a pas de raison que ça change. C'est ça. Et on voit bien que pour le cas de la France, qui est chassée d'Afrique aujourd'hui, on a l'impression que c'est une espèce d'illégitimité, qu'avec tout le bien qu'on leur a fait, pourquoi ils nous chassent. Enfin, voilà. Donc voilà les quelques mots, et sur le fond, on va parler de situations plus précises, si vous voulez, que planétaires, quoi. Justement, puisque vous parlez des conflits, de la guerre, comment expliquez-vous cette union d'intellectuels et d'industriels, à part la question financière, pour vendre la guerre? Pourquoi on voit ça? Et surtout dans Les les médias industriels, actuels, on le voit très bien. les industriels ne sont pas moteurs dans la guerre, hein, contrairement à ce qui se racontait. Quand Eisenhower le dit, on est en pleine guerre froide, on est dans la croissance de la guerre froide, donc comment dire, chacun s'équipe, et donc toute l'industrie de défense va largement en profiter. Mais moi, j'ai travaillé dans l'industrie de défense, j'ai fait de l'exportation d'armes. Vous prenez un exemple, pendant longtemps, le meilleur client des exportations françaises, c'était l'Arabie Saoudite, les Américains aussi d'ailleurs. Mais ça avait une caractéristique, c'était un pays qui ne faisait pas la guerre. Ils n'achetaient pas des armes, ils achetaient des garanties de sécurité. Bon, donc finalement, est-ce qu'on a contribué à la guerre ou pas? Non. Donc, deuxième chose, effectivement, j'ai rarement assisté à des moments où c'était l'industrie de défense qui provoquait la guerre. Les périodes qui se sont passées depuis la disparition, depuis la fin de la guerre froide, c'est que vous avez des tas de gens sur les plateaux télé qui disent: Ah, je rentre dans tel endroit, je connais les gentils, je connais les méchants, et on ne peut pas ne pas, sous-entendu, on ne peut pas ne pas envoyer de militaires sur place. Mais ils n'y vont plus. C'est plus Hemingway et Debré qui partent de la guerre d'Espagne. C'est BHL qui part sur un plateau télé, si vous voulez. Donc on est dans une situation totalement différente, et ces gens peuvent déclencher la guerre, alors que les militaires sont pacifistes, parce que les militaires savent ce que c'est.
Donc, on a quand même un espèce de monde à l'envers. Voilà, donc c'est ça la grande transformation. Donc il ne faut pas se limiter à la surface des choses. Et je vous dis, ce paradoxe qui fait que vous avez des individus qui viennent expliquer sur un plateau télé en interpellant le pouvoir politique. Attention, le but, c'est ça. Pour dire, vous devez envoyer des militaires sur place. C'est un peu lâche, mais c'est comme ça. Oui, je partage pas absolument ça. Enfin, je ne partage pas totalement ça. En tout cas, dans le système américain. Dans le système français, oui, bien sûr. Dans le système américain, je pense qu'il y a quand même une collusion, parce qu'il n'y a pas que les intellectuels de plateau. Il y a les intellectuels de plateau. On sait le rôle politique que jouent les systèmes militaires industriels, qui ne sont pas le Patagone, mais qui sont des boîtes essentiellement financières, qui gagnent énormément d'argent, qui rincent les politiques pour qu'ils votent les crédits de guerre, etc. On l'a bien vu. C'est une mécanique globale dans laquelle il y a également les services spéciaux qui sont dedans, les intellectuels qui eux-mêmes font partie des lobbies et qui vont porter la parole des lobbies. Donc je crois que c'est quand même pas mal imbriqué, quoi. On peut pas dire que c'est pas enfin à mon avis, que les systèmes militaro-industriels ne sont pas moteurs. Ils sont tous moteurs d'une certaine façon. Et puis pour moi, l'intérêt, c'est d'une part une espèce d'hubris. On l'a bien vu moi, je fais une partie sur les néoconservateurs et sur la doctrine Wolfowitz, etc. La bénévolène globale hégémonie, l'hégémonie globale bienfaisance, c'est-à-dire je te massacre, je te tue, je te pille, mais c'est pour ton bien. Voilà, la bénévolène globale hégémonie. Mais derrière ça, ils sont aussi tous, Condoleezza Rice, Rumsfeld, etc. Ils sont tous aussi actionnaires du système militaro-industriel et du système pétrolier lorsqu'ils se préparent à attaquer l'Irak. Donc il y a une collusion totale. Voilà, enfin c'est comme ça que moi je vois les choses, en tout cas pour le système américain. Voilà. Mais le système américain, il a une caractéristique, c'est qu'il a deux façades. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la façade ouest, évidemment, vous avez une logique proche des Européens et sur le containment de la Russie. Et quand vous êtes sur la façade ouest, vous avez complètement une autre version sur le containment contre la Chine. Bon. Quand il y a eu la disparition du RSS, euh, disparaît l'ennemi principal, celui qui avait pendant 50 ans structuré la pensée stratégique. Bon. Quand vous êtes dans les affaires stratégiques, vous n'avez plus d'ennemis. Rappelez-vous la phrase d'Arbatov qui dit « Je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Quand vous êtes dans les affaires stratégiques, c'est un problème, je veux dire. Donc, soit vous inventez de l'ennemi, soit vous licenciez. Bon, pour pas licencier, vous en inventez. C'est ce qu'ont fait les Américains avec ces deux ouvrages qui ont marqué la décennie 90, c'est-à-dire le clash des civilisations et puis la fin de l'histoire. Pourquoi cela? Parce qu'ils occupaient le champ intellectuel, encore une fois, dans un monde en plein désarroi. Euh, Quand Huntington dit que les deux aires militaristes menaçantes, c'est évidemment le monde arabe et la Chine, je veux dire, c'était pas la peine d'écrire 300 pages, c'était déjà dans sa tête. Bon. Que la Chine n'ait pas fait de guerre pratiquement depuis 1949, bon, en tout cas beaucoup moins que l'Inde, ça n'empêche que c'est la Chine qui est ennemie. Vous voyez, donc comment se construit la chose? Et puis Fukuyama, ben, lui, c'était carrément la fin de l'histoire. Lui, alors, c'était extraordinaire, puisque il annonçait le triomphe de la démocratie libérale. Bon, alors tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que Huntington traduit en 35 langues. Ça vous structure le paysage partout. Bon. Et puis ensuite, tout à coup, vous allez avoir... Alors, le basculement sur le plan proprement militaire, c'est la guerre du Koweït. Pourquoi la guerre du Koweït? Parce que, si vous voulez, c'est la première guerre post-guerre froide, 35 pays qui vont s'allier pour aller défendre cette grande démocratie qu'est le Koweït. Bon. C'est ça. Contre cet ancien moderniste devenu nouvel Hitler, Saddam Hussein. Vous voyez, donc on change de catégorie. Voilà, c'est ça. Guerre annoncée, on lui laisse 6 mois pour partir, toutes les télévisions de la planète viennent s'installer là. Et donc ces télévisions, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les premières chaînes d'infos en continu. À l'époque, en France, c'était CNN et la 5. Et donc, moi je me souviens, je rentrais à midi pour écouter les informations. Mais il n'y avait pas d'informations, puisqu'il y avait les 6 mois de préavis. Donc il fallait inventer de l'information. Et donc vous aviez le reportage sur la femme qui s'était perdue dans le désert, sur le contingent français, etc. Au jour J, la guerre commence. Donc, sur les couveuses de Kuwait City, etc. Ça, oui, ça c'est la guerre préparée, vous avez raison. Ouais. Donc ça c'est la fabrication de l'ennemi. Mais vous avez raison. Mais sur la guerre elle-même, guerre annoncée hollywoodienne, elle ne dure que 120 heures. Elle a tromperie sur la marchandise. Toutes les télés de la planète sont là. Ils vous font une guerre en 120 heures. Dans cette histoire-là, l'armée irakienne était censée être la 4e armée du monde.
J'ai jamais su qui était la troisième. Hein. Donc, vous dites, mais qui fait ce classement? Parce que si vous dites que votre ennemi est énorme, qu'il est le quatrième, bon, je vous dis, c'est avec des idiots comme moi qui se demandent qui est le troisième. Mais ça marche dans la préparation. Ce que vous disiez sur la préparation, sur les couveuses, rappelez-vous Colin Powell avec sa Ouais. petite fiole, etc. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise de l'information, la fabrication de l'ennemi, et puis évidemment la supériorité militaire qui va installer cette hubris guerrière Bien sûr. que vont connaître les Occidentaux pendant cette décennie, puisque pendant une dizaine d'années, on va avoir une vingtaine d'interventions extérieures Ça. sur des crises. Rappelez-vous, la Somalie, c'était pour des raisons C'est ça. humanitaires, etc. Donc on est dans cette situation de militarisation, mais tout à fait aléatoire, de la vie internationale. Bon, voilà. On ne va pas intervenir au Congo, c'est là qu'il y a le plus de morts. Qui c'est qui va s'occuper Bien du sûr. Congo, franchement? Il n'y a pas un BHL qui va s'occuper du Congo. Donc, vous Ouais, il y voyez a eu comme 20 millions de morts depuis 2000, depuis les accords. On pourrait parler du Congo, mais le Non, mais Congo, c'est c'est pour un dire des combien pires, se une, hiérarchisent une des les choses crises dans nos les têtes. plus effroyables, en fait, qu'il y a eu. Ouais. Bah, quand on analyse tout ça, ce que vous dites, la fabrication de l'ennemi, la militarisation des conflits, pourquoi l'Occident se réjouit-il tant du nouveau leader, nouveau gentil leader syrien? Celui qui vient de prendre le pouvoir. Oui. Bah, écoutez, moi je trouve plutôt que c'est une espèce d'hésitation complète sur ce qu'est ce type, qu'est-ce que c'est que cette coalition, qu'est-ce qui va se passer en Syrie, etc. Rappelez-vous quand même que les pays du Moyen-Orient, Bon. auxquels on s'est habitué, on parle de la Syrie, de l'Irak, etc., sont des résultats de la guerre de 14. C'est-à-dire au moment où en 1918 on fait le traité de Versailles, le traité de Trianon, etc. Et qu'est-ce qui caractérise les Occidentaux à ce moment-là? C'est que dans des régions qui étaient des anciens empires, ils vont prendre une grande règle avec un crayon rouge et ils vont dire ça c'est à toi, ça c'est à moi. Et on va créer, c'est la seule région du monde avec l'Afrique où les frontières sont rectilignes, hein, vous remarquerez dans la région, parce que c'est des résultats de grandes négociations internationales. Ils s'en fichent des populations. Les Kurdes, ils sont divisés sur 3 États, mais jamais les types à Versailles ne se seraient préoccupés de vouloir faire une espèce de délimitation tenant compte des populations. Et donc, on se retrouve de raisonner sur des pays qui ont tous eu des problèmes internes. Saddam Hussein, il a bombardé ses propres populations. C'est que visiblement, la notion irakienne n'existait pas. Mais on raisonnait quand même là-dessus. Avec le gaz vendu par les Américains, d'ailleurs. Ah bah oui, Quand non il a mais... bombardé les Kurdes. On voit la photo de Rumsfeld et Saddam Hussein Hilar qui se congratulent au moment en signant le contrat de la vente du gaz, qui était le même, qui a été ensuite d'ailleurs le principe de l'accusation de Saddam de méchanceté qui a fait on a été chercher au nom de l'hégémonie globale bienfaisante. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut habiller en plus ce genre d'action avec des idéologies, donc l'Empire bienfaisant, etc. Oui, inventer des théories comme ça, après, c'est devenu le rôle de ce complexe Voilà, c'est militaro-intellectuel. ça, Bon, alors absolument. effectivement, vous allez avoir des concepts extraordinaires. Par exemple, bon, évidemment, l'Empire, le Benevolent Empire, vous l'avez cité, mais on invente à un moment la guerre préventive. C'est Alors, ça. la guerre préventive, c'est pour éviter la guerre. C'est simple comme principe, vous voyez. Donc, on va expliquer que s'il faut se faire la guerre, c'est pour éviter un truc plus grave. Et ça, c'est une machine qui tourne à vide. C'est-à-dire, encore une fois, ce sont des gens qui raisonnent de leur bureau, jamais sur le terrain. Jamais sur le terrain. C'est pas leur intérêt. C'est comment, sur une carte du monde, faire déplacer des frontières, des, des drapeaux, etc. Et c'est ça la machine intellectuelle, si vous voulez, dans laquelle les politiques baignent, surtout dans les démocraties, Oui. et qui va tout à coup les rendre responsables, ou en tout cas les interpeller, et puis ils vont dire on ne peut pas ne pas. Bon. Je vous dis, depuis jusqu'au 11 septembre, on était à une vingtaine ou une trentaine d'interventions. Mais après le 11 septembre, la machine va complètement s'affoler. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, il faut des interventions, puisque regardez, le système américain a été surpris, stratégiquement surpris. Il faut une guerre. L'humiliation des Américains qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire, qui ne savent pas ce que c'est que des villes occupées, qui ne savent pas ce que c'est que d'aller sur des points d'eau. Il leur faut une guerre. Et cette guerre, elle va être déclenchée de manière tout à fait Et artificielle. apparemment n'ont jamais gagné la guerre. Oh ben si, ça, ils en ont gagné. Oui, si, si. Regardez Alamo, ils ont pris le fort Alamo. Donc, non, il faut une guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'il y a 15 Saoudiens sur 19, et George Bush
décide en janvier 2002 que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni Iranien, ni Irakien, ni Nord-Coréen. Voilà, c'est Donc ça. là, vous avez un mécanisme de fabrication de l'ennemi désigné par Voilà. la plus haute autorité et le plus puissant homme de la planète. Et Cet homme n'ayant jamais été ailleurs qu'au Mexique quand il était jeune. et il y Et a donc, il y a la un livre connaissance de la planète. exceptionnel écrit par Richard Clarke qui s'appelle Contre tous les ennemis, parce qu'il est le chargé de la sécurité auprès de la Maison Blanche, et il décrit de l'intérieur, l'ayant vécu, le processus qui fait qu'on bidouille le truc, qui fait que au lieu d'aller chercher Ben Laden, on tord le truc pour aller attaquer l'Irak. Et c'est là que je dis que, en fait, à mon avis, c'est plutôt à ce moment-là que véritablement le système s'emballe, parce qu'auparavant, la première guerre d'Irak avec George Bush père et puis Clinton, c'est plutôt une période où, enfin, c'est ce que j'ai lu quand j'ai fait mon chapitre sur les néoconservateurs, où en fait, les néoconservateurs, les Wolfowitz, qui se disent, ah, en fait, en gros, au moment où Reagan, en fait, leur offre en héritage la planète entière, ils se disent chic, on va s'en mettre plein les fouilles. En gros, c'est ça. C'est une bande de voleurs et de rapias. Parce que la théorie derrière de Wolfowitz, elle est très pauvre, en fait. Elle est excessivement pauvre. D'ailleurs, Mersheimer dit qu'ils ont perdu le monopole, en fait, du monde entier en l'espace de 30 ans ou 40 ans, ce qui est à force de faire des bêtises, en fait. Donc, ils ont fait énormément d'erreurs. Mais disons qu'ils ne peuvent pas véritablement mettre en place leur système parce que aussi bien Bush père que Clinton sont des pragmatiques. Donc, Bush père ne veut pas faire tomber l'Irak parce qu'il sait que si l'Irak, à ce moment-là, il donnera trop d'importance à l'Iran, etc. Donc, ce sont je dirais, des vrais hommes d'État dans ce sens-là. Par contre, Bush fils, là, il y a vraiment un basculement parce qu'ils prennent le pouvoir avec Bush fils. Et à ce moment-là, on aura l'accélération et la folie du système. Et à ce moment-là, en même temps, avec leur doctrine, ils disent on est des moines soldats, on est là pour le bien, on vous tue, mais c'est pour le bien. Mais en même temps, comme dit Pierre, on agite une petite fiole de talc et tous les pays de la planète disent c'est des hypocrites. Or, je pense que dans le système traditionnel des pays du Sud, on comprend vae victis. Je suis le vainqueur, j'emmène les femmes, je tue les types où je les emmène, je pille, je prends, c'est moi le vainqueur, voilà, c'est comme ça. Mais ce qui ne passe pas, c'est le fait de dire je tue, mais c'est pour votre bien. Ça passe pas. Et je pense que les États-Unis ont perdu la face dès ce moment-là. Au moment où, en même temps qu'ils disent on est des moines soldats, on est là pour le bien, ce que d'ailleurs dit Brzezinski d'une autre façon dans son livre Le Grand Échiquier, derrière, en fait, on va prendre l'Irak, piller les 9 milliards de dollars de la Banque centrale, piller toutes les, comment ça s'appelle, les ressources et euh, les produits du pays, le pétrole, etc., etc. Donc, il y a véritablement, à ce moment-là, je dirais, une, on se rend compte que le discours ne tient pas la route. Malgré que, comme le dit Pierre, et là je suis absolument d'accord, ce discours est extrêmement professionnalisé dans le système américain, beaucoup plus que nous. Il n'y a qu'à se rappeler comment est construit la geste américaine avec les cow-boys, etc. Le fait que dans le plan Marshall, il y ait 70% des quotas de cinéma qui étaient réservés aux œuvres américaines. Donc, ils ont toujours eu conscience, beaucoup plus que nous et beaucoup plus tôt, de la nécessité de professionnaliser le discours. Alors, il est vrai aussi qu'aujourd'hui, le discours est devenu auto-justificatif et auto-actif. C'est-à-dire, c'est typique chez nous, on considère que le fait de dire quelque chose veut dire que ça va se faire, mais en fait, ça se fait pas. Donc, nous, on perçoit une espèce d'illogisme du fait de dire, voilà, on va fermer les frontières et puis on les ferme pas, on va
développer le pays et on ne le développe pas. Enfin, il y a cette espèce de parole qui devient folle, hein, on peut dire ça d'une Ouais. certaine façon. Hein, voilà. Moi, il y a un exemple qui me fascine beaucoup, c'est le cas de l'Afghanistan. Chacun des deux empires s'est dit l'Afghanistan, ne vous inquiétez pas, chef, on connaît. Le premier, c'est Brejnev, qui était entouré d'une bande d'abrutis qui ne connaissaient pas l'Afghanistan. Pourquoi, quand je dis qu'ils ne connaissaient pas l'Afghanistan, c'est que pour eux, c'était une espèce de machin qui avait une couleur homogène. Et donc, de toute façon, c'était aux frontières sud, il n'y avait pas de problème de communication. Donc, envahir ce pays, ça permettait de descendre vers le sud. Vous savez, ça fait partie de ces grands projets géopolitiques qu'on fait sur une carte du monde. 10 ans pour finalement être obligé de partir. Et par contre, Bush, après, dit l'Afghanistan, vous inquiétez pas, chef, on connaît rien. 20 ans. Et au bout du compte, vous avez les talibans qui reviennent. Alors, qu'est-ce qui se passe, à mon avis? Qui ne connaissait pas l'Afghanistan, bon, ça, c'était une évidence. Moi, il y a des abrutis comme moi qui pouvaient aller en Afghanistan avant tout le monde. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cette espèce de pays qui était étrange. En gros, l'Afghanistan, c'est très simple. Quand vous arrivez en Afghanistan, vous apercevez que dès que vous changez de la vallée à côté, vous avez changé de population. C'est ça. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle une zone de confins. C'est-à-dire qu'ils ont été pourchassés par tous les empires environnants, l'empire indien, l'empire russe, l'empire iranien, etc. Et donc, c'est une zone où se sont réfugiés des tas de gens. Ça veut dire que de toute façon, tout le monde s'en fout de la capitale. Mais par contre, une fois que vous avez pris la capitale, il faut prendre toutes les vallées les unes derrière les autres. Ouais, c'est ça. Les Russes s'y sont cassés les dents, les Américains s'y sont cassés les dents. Et évidemment, au bout du compte, vous avez le retour des talibans. Alors on se dit, mais il y avait donc une identité afghane Ben qui était oui. musulmane et personne n'a voulu la prendre en compte pour ça. Et donc Avec vous des avez personnalités comme Ekmatyar dans une vallée, comment il s'appelle, le Panchir, avec Ouais, Massoud. effectivement, chaque vallée avec son chef, quoi. Hein. C'est ça, Ouais. hein, voilà. Et quand vous êtes formé dans notre géopolitique, on a les éléments de la puissance, donc la guerre est une solution. C'était la pire des solutions. Bon. Ensuite, vous avez le cas Irak. Alors là, on est dans la guerre complètement construite, puisque finalement, les Irakiens n'avaient pas de responsabilité ni dans le 11 septembre, ni dans l'échec de l'Afghanistan. Bon. Et là, vous avez cette extraordinaire conjonction de deux forces politiques qu'on n'avait pas vu monter, si vous voulez, dans le système américain, qui sont les néoconservateurs. Bon, cela, c'est... Puisque l'URSS a disparu, maintenant, il faut garder l'hégémonie. Et puis, vous avez les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'est la version radicale du protestantisme américain. C'est-à-dire, c'est les salafistes américains. Alors, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soutiennent la guerre d'Irak parce qu'ils partent d'un postulat qui est complètement théologique, c'est il faut qu'il y ait constitué le Grand Israël, parce que le Grand Israël est un préalable au retour du Messie. Vous voyez un peu la démonstration. Et donc, ils vont soutenir l'invasion, parce que l'Irak restant le seul dernier pouvoir, si vous voulez, qui résistait à Israël, ils vont adhérer à cette idée idiote d'envahir l'Irak. Troisième remarque, quand Chirac s'oppose à l'invasion, il va être diabolisé. C'est un allié des méchants. Vous allez avoir aux États-Unis un French bashing extraordinaire, hein, expliquant que les Français en 40, ils avaient fait ci, fait ça, etc. Bah. Moi, j'étais aux États-Unis quand Chirac est mort, il n'y a pas eu une ligne pour reconnaître qu'il avait raison. C'est-à-dire vous ne pouvez pas reconnaître dans un système comme celui-là que vous avez eu tort et qu'un type comme lui, en plus, a eu raison. Or, Chirac, il avait une caractéristique quand même par rapport à, en particulier, ses successeurs, c'est que c'est un type qui voyageait. Il aimait les populations. Rappelez-vous cette scène à Jérusalem où il est entouré par l'armée israélienne, voilà. Il parle avec les Palestiniens, les mecs viennent l'entourer, il leur dit « Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je parte ?» D'un seul coup, les types ont été obligés de se retirer. Donc c'était un homme qui aimait le contact, la différence, etc. Après, évidemment, c'est des purs produits du système français. Et c'était le président qui aimait la Russie. Ouais. Le président français qui avait un bon rapport avec la Russie. Je peux répondre à la question concernant l'attitude par rapport à l'actuel... aux actuels chefs enfin ceux qui ont mené l'invasion. Moi, je pense que, en fait, notre système politique est encore un système issu de ce que j'appelle l'Empire américain, c'est-à-dire est surévalué à partir des néoconservateurs, etc. Et que dans ce système-là, où nous n'avons plus aucun pouvoir, puisque les sanctions ont été décidées par le département d'État américain et la Commission, et nous, on nous a dit, voilà, quelles sont les sanctions que vous allez mettre en œuvre, donc, et plus tout le reste, en fait, sur ce qu'on a vu. On est dans un système où on était autrefois des alliés, enfin, on devait être des alliés,
Ensuite, on a été je dirais, des esclaves. Et maintenant, on est des proies où on est du beefsteak. C'est-à-dire, on est uniquement un système qu'on utilise. Et dans ces conditions, il n'y a aucune autonomie aujourd'hui pour décider ce qu'on doit diaboliser ou ce qu'on ne doit pas diaboliser. Et nous, on est issus d'un système dans lequel les États-Unis voulaient à toute force virer les Russes de la Méditerranée orientale. C'est ça le principe qui a prévalu. Donc, pendant toute la période depuis 2011, Bachar est méchant, Bachar est méchant, Bachar est méchant. Et là, on arrive à la fin du processus et nous, on n'est pas capable, enfin, politiquement, de dire autre chose que Bachar est méchant. Alors, à ce moment-là, évidemment, il faut justifier les autres, mais confère Fabius à l'époque, on est dans le même narratif, quoi. Donc, nous ne sommes pas encore, parce que je pense que ça arrivera progressivement, peut-être plus vite, et on va peut-être en parler, on est encore dans le système et le narratif qui est celui qui nous a été imposé par notre puissance tutélaire américaine par rapport... Bachar n'est pas notre ennemi, en tout cas, nous, la France. Même j'ai fait part de ça dans une autre interview que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je veux dire, un type comme Villepin, qui est quand même, on peut considérer comme quand même un type qui a un certain sens de l'État, qui dit on a quand même bien fait de faire partir Bachar, virgule, mais on n'est pas sûr que les suivants soient mieux. Attends, si Bachar ne te menace pas, et toi, tu es un homme politicien français, et que tu es donc représentant des Français et pas des Syriens, pourquoi est-ce que tu veux faire partir? Tu dis, il est bien que parte un type qui ne nous menace pas pour mettre des gens qui nous menacent. Ça n'a aucun sens. Donc, ces types ont véritablement perdu le sens de l'État. Même des gens comme Villepin se font prendre à ce genre de choses. Alors que, je rappelle, la notion de droit de l'homme est une notion inventée, comme l'a expliqué Pierre tout à l'heure, et inventée. Le droit d'ingérence, les droits de l'homme, c'est inventé par le système des néoconservateurs américains, parce que c'est pas les droits de l'homme, c'est au nom des droits de l'homme, virgule, je te tue, je te pille, etc. C'est ça les droits de l'homme. On applique quelque chose, mais derrière ça, il y a une philosophie prédatrice, quoi. Et pourquoi on se fait prendre? C'est nos intérêts qui comptent, normalement. Enfin, ça devrait être le cas. Non? Enfin, les droits de l'homme, c'est un concept qui est assez intéressant parce que c'est un argumentaire opposable à tout le monde. Vous violez les droits de l'homme, etc. Quand on est en 1945, on fait le tribunal de Nuremberg, on va juger les dignitaires nazis pour ce qu'ils ont fait, les crimes, les déportations, l'extermination, etc., etc. Et pareil, le tribunal de Tokyo. Il y a les émeutes de Sétif pendant le tribunal de Nuremberg. On va réprimer les émeutes de Sétif, 6000 morts à peu près, et on va reprendre la recolonisation. C'est-à-dire qu'on va faire dans les guerres de recolonisation et de décolonisation les mêmes choses que ce qu'ont fait les Allemands, mais là, ce ne sera pas jugé, si vous voulez. Bon. Pareil pour l'Indochine, Haiphong, l'amiral d'Argent-Dieu, qui était un compagnon de la Libération, fait tirer sur Haiphong, pareil, 3000 ou 6000 morts, je ne sais plus, mais il met ce pays dans une guerre qui va durer 30 ans. Vous vous rendez compte, cette décision? Et en même temps, on va brandir les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement, on est capable de dire, oui, mais nous sommes le pays des droits de l'homme, donc ce qu'on fait, c'est pour le bien. Or là, vous avez un exemple de recolonisation, alors que théoriquement, on est en train de juger des gens qui avaient pratiqué le droit de la guerre de manière particulièrement effroyable. Donc, si vous voulez, c'est cet argumentaire-là, c'est-à-dire que ce qui se discute ici est souvent sans grand rapport avec ce qu'on a sur le terrain, et puis surtout faire basculer, si vous voulez, l'analyse. Moi, sur la différence sur le système américain, si vous voulez, c'est que nous, on a une formation des élites qui est très, très homogène. Oui. C'est-à-dire, vous faites des grandes écoles, et puis ensuite, vous faites ci, vous faites ça, vous entrez dans le système public, etc. Si vous regardez sur les députés, si vous voulez, qui sont les gens qui ont effectivement voyagé, il n'y en a pas beaucoup. Non. Bon. Le système américain, il y a une différence, c'est qu'encore une fois, il a deux façades. Et donc, automatiquement, quand vous êtes dans le Middle West, vous ne savez pas si vous êtes à droite ou à gauche. Mais enfin, bref. Mais ça veut dire que quand vous êtes... prenez un exemple de ces interventions militaires humanitaires.
L'exemple le plus probant, c'est celui de la Somalie. Somalie, on a tout à coup dans les journaux le fait que des chefs de guerre pillent le convoi humanitaire, scandaleux, la famine, etc. etc. Moi, j'en discute avec Broman, qui était patron de Médecins sans frontières, et il me Oui. dit, écoute, j'ai appelé mes équipes sur place, ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs. Pourquoi? Parce Oui, qu'ils estiment que leur clan est mal servi, donc ils ne revendent pas, ils vont distribuer chez eux. c'est Donc ça. si on augmente la quantité, on devrait théoriquement réduire le problème. Et pendant qu'il va plaider ça à Bruxelles, ou je sais plus où, à New York, Kouchner, lui-même ancien humanitaire, décide la guerre. Deuxième caractéristique, donc pour apporter de l'aide humanitaire, il faut des moyens, de la logistique, etc. etc. Et donc, les Américains voient ça en grand, donc ils disent, il nous faut le port de Mogadiscio pour faire arriver des bateaux. Bon, le problème, c'est que le port de Mogadiscio était tenu par un général qui était un chef de guerre, qui s'appelait Haïdid, et qui savait très bien que ça lui tomberait dessus. Et donc, il avait préparé son truc. Quand les Américains ont fait une opération commando, genre Hollywood, il a fait abattre 2 hélicoptères. Il y a une vingtaine de djihadistes qui ont été tués. Immédiatement, les Américains ont dit, il n'y a aucun Africain qui légitime que des djihadistes meurent. Les Américains ont quitté leur cantonnement sans même nous en informer. Le contingent français me disait, mais tout à coup, ils ont disparu, tout était parti. Bon. Et vous avez donc, à partir de ce moment-là, l'idée que par exemple, toute l'organisation américaine sur l'Afrique a changé. C'est-à-dire, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des crises africaines qu'ils n'étaient pas capables de gérer, au lieu de faire comme nous une direction Afrique, ils ont fait des directions maritimes. C'est-à-dire que c'est le commandement de l'Atlantique qui s'occupe de la façade ouest et c'est le commandement de l'océan Indien qui va s'occuper de la zone est. Vous voyez que c'est une autre approche complètement différente. Ça veut dire que l'intérieur du continent, ben, ils peuvent se massacrer, c'est pas leur problème. Vous voyez. Donc on est sur des transformations. C'est pour ça, moi, je suis pas, pour avoir participé à des décisions publiques, si vous voulez, je ne crois pas à la théorie des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce qui se C'est passe grave hein, de dire ça. Non, mais c'est parce qu'il se passe un C'est truc pas la très simple. théorie. Mais non, mais c'est important parce qu'après 91, un ministre de la Défense, il ne va pas s'interroger sur la gravité de la crise, il va s'interroger pour savoir si la décision qu'il va prendre va lui rapporter des voix. Ouais, ben C'est oui. quand même tout à fait différent. Pourquoi être intervenu en Libye, si ce n'est parce qu'on pensait que ce serait une grande opération, Zorro. Oui, bon, le problème, c'est que c'était le sergent Garcia qui est intervenu, c'est pas Zorro. Et donc, on a réussi à casser tout. Donc, vous voyez, Absolument. il n'y avait pas d'approche du sujet. Des fois, mais encore une fois, Oui, je c'est un raisonnement n'exagère pas. d'opportunité de la part de Sarkozy. Pardon? C'est un raisonnement d'opportunité de la part Oui, de mais c'est Sarkozy. pour dire qu'encore une fois, ce à quoi il pensait, c'était sa réélection. Oui, c'est ça. Les Libyens, ils n'en avaient rien à faire. Oui, Bon, oui, faire c'est tomber ça, un je suis d'accord. dictateur qui était dément Je suis d'accord comme avec ça. Kadhafi, ça ne pourrait que lui profiter. Bien sûr. Mais vous avez d'autres exemples comme ça où, effectivement, on ne cherchait pas à savoir quelle était la logique de la crise. Et surtout, est-ce que l'envoi de militaires contribuerait de quelque manière que ce soit à la résolution? Parce que ce qui s'est passé C'est ça. après le 11 septembre, c'est qu'il y a eu des interventions militaires partout qui n'ont jamais contribué à résoudre une crise. C'est ça. Pour une raison assez simple, c'était Robespierre qui disait, personne n'aime les missionnaires armés. Quand vous voyez des gens arriver qui vont vous expliquer, vous allez voir, on va vous réformer ça, on va supprimer ça, etc., en général, vous faites l'unité contre vous. Mais c'était une espèce d'hubris guerrière qui nous a occupés après le 11 septembre et dont on commence à Voilà. peine à sortir. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Nous Absolument sommes, d'accord. nous sommes le 19 décembre 2024 et ça ne vous échappe pas qu'il y a une certaine accélération des événements politiques, sûr. par exemple en Roumanie, en Géorgie, même la Corée du Sud, sur le fond de la guerre en Ukraine, la Syrie, puisqu'il y a toujours des forces tiers, entre guillemets, comme si les experts, certains experts qui sont intervenus au Dialogue franco-russe disent, voilà, jusqu'au 20 janvier, on a un peu de temps, et c'est très dangereux ces 4 semaines qui viennent, parce que tout peut arriver, comme si quelqu'un derrière voudrait déclencher le conflit dont vous parlez depuis un certain temps. Que pensez-vous de tout ça? Moi, je crois assez à ça, parce que je pense que, j'allais dire Reagan, Trump a une fenêtre de tir pour réformer, pour tuer ou blesser son véritable ennemi, qu'il a dit être l'ennemi de l'intérieur, et non pas ni la Russie, ni l'Iran. C'est ce qu'il a dit. Et pour pouvoir faire ça, il ne peut pas le faire s'il a des conflits en cours. Parce qu'on va pas... Parce que son truc, il veut ouvrir le corps de l'Amérique, il veut sortir le foie, la rate, l'estomac, les poumons, etc. Tout redécouper, tout remettre en place. En gros, il veut réformer la CIA, le FBI, l'OTAN, le Pentagone. Enfin, il veut tout réformer.
Il veut tout ressortir et tout réformer. Il ne s'agit pas seulement de sortir un certain nombre de types, même beaucoup, mais il faut tout casser. Mais il ne peut pas faire ça s'il a des conflits en cours, parce qu'on ne réforme pas son état-major quand on a des conflits en cours. Donc, je pense que les types qui ont peur ce système de l'État profond américain a intérêt aujourd'hui, pendant le laps de temps où il a encore un peu de pouvoir, à créer des conflits partout où c'est possible, parce que ça retardera. En gros, si Trump met 3 ans à régler le problème, pour eux, c'est tranquille, parce que pendant ce temps, il ne pourra pas se débarrasser d'eux. Donc, c'est pour ça que Trump est pressé. C'est pour ça qu'il a dit à Netanyahou que le jour de son investiture, il fallait que ça soit terminé. C'est pour ça que, semble-t-il, il commence déjà à discuter avec Poutine indirectement, parce qu'il a besoin d'arrêter ces guerres. Et moi, je pense qu'une des options possibles, et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure du fait de donner un peu d'espoir aux gens, moi je pense que sous le coup essentiellement de la guerre d'Ukraine qu'il a virtuellement perdu, pratiquement perdu, les Russes sont à 3 km de Pokrovsk, enfin bon, Pokrovsk va tomber, et puis après, ils n'auront qu'à aller au nord et ils encercleront Slaviansk et Kramatorsk. Donc, je pense qu'il est possible que dans ces conditions, Trump ait envie de tout lâcher, et le général de Gaulle l'avait dit, un jour, les Américains rentreront chez eux. Il a dit ça, il a prophétisé ça. Si on y réfléchit, le système de fracture de l'Europe en deux, entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, qui est représentée par une partie de la Russie, n'a aucun sens sur le plan civilisationnel, ni géopolitique d'ailleurs. Nous devons avoir le droit d'avoir l'accès à nos fournisseurs et à nos clients à l'Est, librement. De même que les Russes doivent pouvoir aller à l'Ouest librement. Donc je pense que ça, c'est une anomalie de l'histoire. Et à mon avis, c'est ça qui risque de tomber. Si Trump va jusqu'au bout de sa logique, eh ben, l'OTAN n'aura plus de sens. Parce qu'on anticipe un petit peu, mais on parle d'un arrangement en fait, entre Trump et Poutine sur les oblasts. Mais ça, c'est le hors-d'œuvre. Le vrai, c'est est-ce que vous me rendez mes 300 milliards que vous m'avez piqués? Est-ce que vous levez les sanctions? Est-ce qu'on refait du business avec les Européens? Est-ce qu'on a le droit de vendre notre gaz? Si on fait ça, l'hégémonie américaine, au sens de Brzezinski, elle est terminée. Puisque Brzezinski disait la base même de la puissance américaine, c'est la maîtrise de l'Europe. C'est ça qu'il dit. Donc, à partir de ce moment-là, les États-Unis reviennent chez eux, ils reconstruisent une économie, parce que c'est quand même le premier mandat de Trump, c'est d'abord de combler la fracture sociale qui était gigantesque. Donc, il l'a comblée politiquement par sa victoire, mais il ne l'a pas comblée économiquement. Ça va lui prendre du temps. Donc, l'argent qui est dépensé aujourd'hui dans des guerres inutiles, elles doivent aller aux Américains. Donc, il est possible, je ne dis pas que c'est sûr, parce que peut-être qu'il voudra essayer de conserver un certain nombre d'avantages du système néoconservateur, mais s'il fait ça, il ne résout pas son problème parce qu'il continue à enrichir ses ennemis de l'intérieur. Donc, moi, je dis qu'on peut avoir une bonne surprise. Il est possible que, parce qu'en plus, il n'a pas d'options, il n'a pas beaucoup d'options. Si vous me donnez... Si vous prenez tout ça, si vous voulez tout ça, je vais escalader. Mais il va l'escalader comment? Où est-ce qu'il va escalader? Il y en a quand même un qui est maître sur le terrain. Il y a un gagnant et un perdant. Donc normalement, c'est le gagnant. Et Poutine n'a pas fait tout ça uniquement pour récupérer une ligne de démarcation et ses 4 oblasts derrière. Je ne peux pas penser ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Donc, je pense qu'il va aller jusqu'au bout de la négo. Et nous, on peut se retrouver demain sans Europe, sans OTAN, sans Europe, parce que les Allemands, ils diront, attends, d'un côté, quand on achète le gaz aux Russes, on a la prospérité. Quand on l'achète aux Américains, on a la misère. Donc,
c'est facile de deviner où ira leur intérêt. Donc ils iront faire du business avec les Russes. Et ils vont pas aller dépenser 2% ou 3% de leur PIB pour se défendre contre les types avec lesquels ils font du commerce et qui assurent leur prospérité. Donc ça veut dire que les Allemands, ils quitteront de l'Europe. Donc on risque d'avoir un paysage assez différent assez vite, hein, On va non? voir les élections, les résultats des élections en Allemagne d'ailleurs Voilà. bientôt. Est-ce que ça Qui va est d'ailleurs changer quelque chose? le programme de la droite allemande, c'est quitter l'Europe et quitter l'OTAN, hein. Je rappelle que c'est dans leur programme, hein. Qu'est-ce qu'en pense Pierre? Moi, je suis toujours, comment dire, rétif à faire penser qu'il y a une pensée politique long terme. Pourquoi? Parce qu'un président des États-Unis est élu pour 4 ans, déjà. Bon, et Trump, il sait qu'il ne pourra pas se représenter, puisqu'il a le deuxième mandat. Système français, on a réduit de 7 à 5 ans. Pareil, hein. Donc on est sur un système où il n'y a pas de réélection possible. Ça, c'est une première caractéristique. Donc, l'idée d'une vision à long terme, en se disant, si on fait ci, si on fait ça, etc. Donc, derrière, vous avez effectivement un État profond auquel participe le complexe militaro-intellectuel. Mais justement, ce qui caractérise la pensée stratégique américaine, c'est que le nouvel ennemi n'est plus la Russie, c'est devenu la Chine. Merde, il faut tout redébattre, vous voyez, bon. Et donc, on est en train de construire un ennemi chinois en expliquant qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci, comme ça. Mais encore une fois, quand vous regardez le moyen terme, la Chine a fait moins de guerres que l'Inde. Or, l'Inde, c'est le pays de Gandhi, c'est le pays du pacifisme. Vous voyez comment on construit une image. Bon. Les Chinois ont fait une fois la guerre effectivement avec l'Inde et puis une autre fois avec le Vietnam, mais enfin, on est sur quelque chose qui est une espèce d'image construite. Et cette image construite dépasse le mandat de l'élu, puisque finalement, c'est celle qui va imprégner, si vous voulez, la pensée collective. Et c'est contre ça qu'il faut essayer de résister, parce qu'encore une fois, si on doit faire la guerre avec la Chine, on va la faire où? C'est un problème quand même, on n'a pas de frontière avec eux. Alors effectivement, les Américains peuvent considérer que le Pacifique est une espèce d'espace de confrontation, mais la marine chinoise n'existe pas. Enfin, elle est, je veux dire, très largement inférieure à ce qu'est la marine américaine, donc vous êtes obligé d'anticiper en disant, oui, mais attention, ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça, etc. Vous voyez, bon. On peut faire une guerre non militaire quand même. On Non, peut mais faire une guerre avec des question de sanctions, Taïwan avec aussi. voilà, hein. Oui, mais encore une fois, la question de Taïwan, si vous voulez, c'est l'exemple même de ce que je vous disais tout à l'heure sur la géopolitique mémorielle. Ouais. Taïwan a été rallié à l'Empire chinois au XVIIIe siècle, mais ça fait rien, c'est chinois. Donc on va dire, regardez, Taïwan. Mais fondamentalement, il n'y a que nous qui faisons d'un conflit de Taïwan et la Chine. Les échanges entre l'île et le continent sont énormes. Ça Ils fait sont 35 ou 40% des exportations de Donc, Taïwan. vous vous rendez Donc, compte de ce si que la c'est? Chine veut arrêter Taïwan, il suffit qu'ils fassent l'embargo sur Taïwan. En 15 jours, le gouvernement tombe. Non, Ils le non, font non, pas. non, 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 non. Bah, bah, Tous les embargos qu'on a mis sur tous les pays du monde, il n'y en a aucun qui a jamais marché. Aucun. Sur la Russie, on est en train de faire un documentaire sur l'Iran. L'Iran, c'est prodigieux parce qu'il y a eu un premier embargo, 53, quand Mossadegh nationalise. Il y a un deuxième embargo en 79, quand il y a la révolution, et puis qu'il y a la prise d'otage de l'ambassade. Et là, ils sont dans le troisième embargo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé d'autres fournisseurs. Il n'y a pas de monde, il n'y a plus de monde, si vous voulez, où il y a une puissance dominante qui va dire, vous allez voir, ils vont se mettre à genoux. Non, les embargos, ça nous fait plaisir à nous, parce qu'on dit, vous allez voir, ils vont punir. Mais fondamentalement, on punit le peuple, d'abord, hein, parce que c'est quand même eux qui subissent les effets de l'embargo. Et encore une fois, il suffit aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire, ça veut dire que si vous ne trouvez pas de ce que vous cherchez avec un fournisseur, vous en avez un autre, vous en trouverez un autre. Et donc, on est sur aucun embargo n'a jamais marché. L'Iran reste un pays rétif à toute l'influence américaine. Et encore une fois, il faut se poser la question. C'est-à-dire, s'ils ont fait 3 embargos et qu'ils en sont encore à ce point-là, c'est que la technique de l'embargo ne fonctionne que dans notre tête. Et ça, on est sur des systèmes, si vous voulez, qui ont ces habitudes de réflexion et qui sont incapables de penser autre chose que ça. Penser qu'avec les Iraniens, on pourrait peut-être y arriver autrement que par la menace et la pression, c'est dans la tête de personne. Parlant des puissances, on a un petit peu oublié la Turquie, puisque c'est le membre de l'OTAN d'un côté, de l'autre côté, c'est un partenaire de la Russie. Oui, c'est ça. Partenaire malin. Comment vous voyez le rôle de la Turquie en ce moment? Alors moi j'en ai parlé hier avec quelqu'un qui est un ami, qui est un militaire, qui est très haut placé au ministère des Armées, qui disait, alors je trouve ça très étonnant moi, que en fait ils ont monté leur coup tout seuls et qu'ils ont blousé tout le monde.
Ils ont blousé les Américains, ils ont blousé les Russes, ils ont blousé tout le monde et ils ont monté leur coup et que tout le monde s'est aperçu de ça au moment où ils ont démarré leur opération. Alors, je suis quand même très étonné que il n'y ait pas eu les sources, comment dire, que, dans cette région d'Idlib, il n'y ait pas eu des informateurs qui informaient les Américains, etc. D'autant que les dronistes, semble-t-il, ont été formés par les Ukrainiens. Donc, au moins, les Ukrainiens étaient au courant s'ils ont formé les dronistes. Donc, les autres, ça me paraît très étonnant. Mais, euh, alors, je lui ai dit après, mais comment est-ce qu'ils espèrent tenir un pays pareil, aussi morcelé et finalement un grand pays, avec seulement 30 000 types qui viennent d'un petit réduit comme ça? Il me dit, c'est ça qu'ils croient, en parlant d'Erdogan. Alors, voilà ce que je peux répondre. Moi, je suis quand même très étonné. Euh, Ça, c'est la première réflexion. Et l'autre réflexion, j'ai écouté le général de Laward ce matin, qui disait, vous précipitez pas pour donner des explications définitives, parce qu'il y a deux des grands intervenants, qui sont la Russie et l'Iran, qui pour l'instant n'ont pas bougé, qui n'ont pas, qui n'ont rien fait pour l'instant. Ils ont passé leur tour. Quand ils ont vu que c'était pas jouable parce que l'armée de Bachar ne tenait pas, que le pays était complètement pourri, etc., ils ont passé leur tour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir demain. Et moi, je pense que la Russie, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir l'avis de Pierre là-dessus, mais moi, je suis persuadé que la Russie ne peut pas se permettre que ce pays devienne un pays de terrorisme, de djihad, etc., parce que ça risque de rejaillir chez eux. Et d'ailleurs, la première parole de Bachar, quand il s'est exprimé avec évidemment l'aval des Russes, donc il a dit ce que les Russes lui ont dit de dire, il a dit c'est devenu un pays de terroristes. Donc pour eux, le régime est un régime terroriste. Ils l'ont classé comme ça. Donc on me dit, ça donne une ligne politique de la façon dont les Russes envisagent les choses pour plus tard, à mon avis. Et à mon avis, beaucoup de gens disent, bon, ben, de toute façon, c'est perdu, ils vont emmener leur base ou en Algérie ou en Libye, que sais-je, mais moi, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser un foyer. Alors, comment est-ce qu'ils reviendront, je ne sais pas, mais moi, je verrais très difficilement le fait qu'ils laissent ce pays devenir un foyer où des types vont partir pour mettre des bombes aussi bien à Moscou qu'à Paris d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Euh, Votre question concernait la Turquie. C'est effectivement un sujet en soi, la Turquie. C'est-à-dire que pendant toute la guerre froide, c'était l'allié indispensable qui fermait la mer Noire, qui avait l'armée en effectif la plus puissante de tout l'OTAN, etc., etc. Et en fait, avec la fin de la guerre froide, justement, on est dans une situation géopolitique assez différente, puisque, par exemple, comme vous le disiez, le découpage de la Turquie, grosso modo, c'est le traité de Trianon, c'est-à-dire 1918. On dit, bon, on va découper l'Empire ottoman, on va faire comme ci, on va faire comme ça. On crée un Kurdistan. On crée sur la côte est une partie grecque que les jeunes Turcs vont s'empresser de reprendre, c'est-à-dire tout le littoral, si vous voulez. Donc en fait, la constitution de ce pays est une constitution la structuration de ce pays est une structuration qui est compliquée, parce que, encore une fois, les frontières se sont rétablies aujourd'hui dans quelque chose qui reste très, très hétérogène. Toutes les îles de la mer Égée sont grecques, oui, ce que c'est les ça. Turcs considèrent comme inadmissible. Et puis vous avez de l'autre côté le fait que le Kurdistan a continué à exister. Alors par exemple, quand on a négocié avec la Turquie pour faire arrêter les réfugiés qui arrivaient du Moyen-Orient, ils nous ont dit d'accord, mais vous arrêtez de nous critiquer sur le Kurdistan. C'était du donnant-donnant, c'est-à-dire vous arrêtez de dire que le Kurdistan ne mériterait son statut, etc., etc. Ils peuvent vouloir continuer à massacrer tranquillement. Vous voyez bien que les intérêts de la Turquie, ça n'est plus les intérêts de l'OTAN en se Ben non. disant nous défendons le monde libre, etc. Ben, Donc que Erdogan traduise, si vous voulez, cette identité turque, ça me paraît tout à fait normal.
Maintenant, il a une deuxième variable, effectivement, c'est qu'il considère que l'identité musulmane de la Turquie doit rester quelque chose qui était tout à fait à l'opposé de ce que voulait Atatürk. Il voulait faire un État laïque, Oui. et même ce que voulaient faire les jeunes Turcs. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, qui est... Alors il y a un point qui est particulièrement important et qui est intéressant en termes de géopolitique, c'est-à-dire, c'est la question du génocide arménien. Pourquoi? Parce que le génocide se fait donc en 1915. On est avec les jeunes Turcs au pouvoir. Ça n'est plus l'Empire ottoman. Ce sont théoriquement les modernistes qui sont là. Et les modernistes, ils ont une conception de l'État turc qui est la conception française. Ils disent la Turquie, ça doit être un État homogène avec une population, etc. Donc pas de dissidence régionale. Ensuite, vous avez effectivement donc le génocide. Ce génocide se pratique en deux étapes. D'abord à Istanbul sur les intellectuels arméniens, puis ensuite dans toute la partie est. Et donc les Arméniens vont être chassés vers le sud, avec des mecs qui vont migrer. La moitié de la population va mourir en route, etc. Bon. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'il y a deux caractéristiques dans cette crise qui me fascinent. La première chose, c'est le rôle de la diaspora arménienne. C'est-à-dire que vous avez une diaspora arménienne aux États-Unis, en France, qui continue à dire il faut que la Turquie reconnaisse le génocide. Bon, vous connaissez la position des Turcs, pour eux, ce n'est pas un génocide. Deuxième caractéristique, c'est que vous avez cette minorité arménienne qui, encore une fois, va revendiquer le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, dans l'histoire, ça a été turc, ça a été perse, ça a été machin, ça a été tout ce que vous voulez. Et ça y a eu une période arménienne. Donc vous dites, à quel moment est-ce que vous considérez, là on arrête le compteur, on dit non, 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 les seuls qui ont légitimité, c'est ceux-là. Bon. Donc, quand notre camarade Staline fait le découpage des entités de l'URSS, il a évidemment comme seul souci de ne faire aucune entité homogène, parce qu'il faut quand même pouvoir garder le pouvoir d'intervenir quand c'est nécessaire. Il faut diviser pour régner autant que Oui, possible. c'est ça. Donc, lui, il va mettre le Karabakh en Azerbaïdjan, il va faire l'Arménie indépendante, etc., etc. Enfin, l'Arménie découpée en soi. Bon. Mais on est sur un sujet où vous avez effectivement tout à coup une revendication. On va vous dire l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, il y a un massacre, etc. Mais l'Azerbaïdjan était russe à l'époque, donc ils n'ont pas participé au génocide. Oui. Donc vous voyez, c'est comme quand les Juifs utilisent la Shoah pour dire regardez Gaza. Mais nous, on a fait payer aux Palestiniens le coût de la Shoah, et eux, ils voudraient faire payer aux Azerbaïdjanais le coût, si vous voulez, d'un génocide qu'ils n'ont pas pratiqué. Mais il n'y a aucun moment où on dit non mais attendez, arrêtons, remettons les compteurs à zéro, parlons sérieusement. L'argumentaire de la mémoire, de l'antériorité, etc. est un système bien compliqué. Et surtout, le rôle des lobbies à l'étranger, des gens qui ont migré, par exemple, qui sont installés, les Arméniens sont très bien intégrés en France, mais ils vont cultiver cette double identité en disant oui, nous sommes français, mais en même temps nous sommes arméniens, et donc nous avons essayé de pousser sur la diplomatie française pour prendre en compte les intérêts des Arméniens. Mais les Arméniens de là-bas, c'est pas les Arméniens d'ici. L'Arménie indépendante se vide, parce que c'est un pays complètement enclavé, il n'y a pas de ressources, donc vous avez des Arméniens qui continuent à émigrer, mais on va faire comme s'il fallait sauver l'Arménie. Vous voyez, donc on est sur les lobbies, vous le voyez bien avec l'AIPAC, si vous voulez, le lobby juif aux États-Unis, ils ont construit une puissance importante, mais il n'est pas question de retourner en Israël, hein, ils veulent mieux faire la guerre d'ici, quoi. Voilà. Donc ça fait partie de ces caractéristiques de la géopolitique qui sont assez amusantes à vivre. Vous parlez du monde multipolaire, certes. On a l'impression quand même que pas tous les pays ont compris que le monde multipolaire est né. C'est vrai, Oui. depuis un certain temps. C'est On ça. a parlé de BRICS récemment au dialogue franco-russe. Vous avez un chapitre, François, dans votre livre, Le temps des fractures, sur la Russie. Pas sur la Russie, sur la relation avec la Russie, où ça Oui. s'appelle Se rapprocher de la Russie. Oui, c'est On est ça. en 2025, on est très loin de cette option. Ouais. Comment vous voyez-vous la relation avec la Russie, puisque nous sommes au dialogue franco-russe en 2025? Moi, je pense que, je pense possible. De toute façon, la guerre va s'arrêter, puisque aussi bien Poutine le souhaite, dans la mesure où il va avoir ce qu'il veut, que Trump le veut aussi, parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Donc, on va arriver dans une situation où, de toute façon, il va falloir reprendre langue avec la Russie. Donc, moi, dans les conférences que je peux faire dans certains milieux politiques, je leur dis, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi? Allez voir Poutine, allez voir Lavrov. Est-ce que vous savez seulement, on n'arrête pas de dire, par exemple, ah, qu'est-ce que Trump veut, qu'est-ce qu'il va faire, quel est son plan, etc. On a été demandé à Poutine quel est son plan, de l'autre côté, pour avoir une idée. On ne veut pas connaître nos ennemis. Donc, on risque pas de gagner quoi que ce soit si on se... C'est une chose que j'avais dit avec Berkoff juste au début de la guerre. J'ai dit, ben, on va la perdre.
Elle dit pourquoi? Je lui dis, ben, on n'arrête pas de dire que les Russes sont ci, sont ça, mais est-ce qu'il y a un reportage seulement qui est allé voir du côté russe comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils font, etc. On n'y va pas. Donc, eux nous connaissent, mais nous, on ne veut pas les connaître. Ho Chi Minh nous a battus parce qu'il avait fait ses études à Paris. Il nous connaissait par cœur et nous, on ne le connaissait pas. Donc, il faut aller en Russie. Qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, on n'est pas aujourd'hui en guerre avec la Russie. Pourquoi est-ce qu'on doit avaler le verbatim américain et les obligations américaines? Je leur dis, mais anticipez, allez en Russie. Je pense qu'il faut déjà commencer comme ça. Les Allemands l'ont bien compris, puisque le coup de fil qui a été passé par Scholz à Poutine, il prépare une visite ou quelque chose. Donc, si on veut pas, si le chef d'État veut pas y aller lui-même, on envoie des émissaires, mais on commence à créer une relation. Je pense que déjà, il faut commencer comme ça. Faut se désenclaver du système américain, quoi, dans lequel on est totalement enfermé. Et ça consiste à se dire, ben moi non. Nous non. Mais il ne s'agit pas de résoudre le conflit entre les Ukrainiens et les Russes. Entre guillemets, ce n'est pas le rôle européen. Le rôle européen, pour ceux qui défendent la relation entre la Russie et la France, c'est pouvoir dialoguer avec la Russie. bien sûr. Oui, mais ça, Macron l'a fait. Macron l'a fait. C'est son opposition en France qui dit comment c'est inadmissible. Il va parler avec... Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, vous avez Quand est-ce que Macron l'a fait? Il l'a fait parce qu'ils se sont déjà échangés par téléphone, etc. Donc en fait, vous avez une situation où c'est en France que le blocage se crée. En disant, comment c'est inadmissible. On n'est pas dans une situation d'ami-ennemi. On est dans une situation de contributeur dans une crise où on veut apporter une solution, si possible, pacifique. Alors que vous avez des tas de gens, et je vous dis le complexe militaro-intellectuel en fait partie, de gens qui vont dire, non, il faut envoyer du militaire. C'est pas mon point de vue. Donc ça veut dire que... Pour vous, Pierre, c'est pas Macron qui, de lui-même, qui dit je vais envoyer des militaires. Enfin, c'est pas pour des raisons propres, oui, de calcul politique propre. Oui, moi, j'ai tendance à penser que c'est un calcul politique propre. Vous faites, si vous voulez, quand vous faites dans ce genre de négociation, vous avez à la fois la nécessité de négocier, puis en même temps de montrer que vous avez encore de la réserve. Sinon, vous êtes dans une position de faiblesse. Rappelez-vous le piège de Dien Bien Phu. Les militaires français disaient non, on va bloquer toute l'armée Viet Minh en mettant une base à Dien Bien Phu, ça nous mettra dans une position de négociation forte. Le problème, c'est qu'on a perdu la bataille de Dien Bien Phu, et du coup, il a fallu signer les accords de Genève. Donc, quand vous êtes dans une négociation, il faut que vous montriez que vous ayez de la réserve, pas vous engager jusqu'à tout. Là, on n'a aucune réserve, nous, de toute façon. Bon, donc, le fait de dire qu'on a une réserve quand on n'en a pas, ça nous affaiblit plus que ça nous renforce, non? Non, moi je crois pas. Je crois pas parce que si vous voulez, tout le monde sait qu'on n'en verra jamais personne. Regardez la façon dont a été construite l'image de l'armée rouge. L'armée rouge, c'était toute une thématique dans les cercles stratégiques. L'armée rouge, ce serait des milliers de chars qui allaient déferler en Centre-Europe, qui allaient nous envahir, etc., etc. Bon. Ouais, ça. Première sortie de l'armée rouge, l'Afghanistan. L'Afghanistan, on ne peut pas dire que ce soit un résultat, un succès. Olivier Roy, qui allait en Afghanistan pendant la période soviétique, il disait mais enfin cette armée a des problèmes d'approvisionnement, de matériel qui ne marche pas, les types ne veulent pas sortir des casernements, etc. C'est-à-dire qu'il était en train de détruire toute l'image qu'on avait artificiellement construite sur l'idée d'une puissance d'armée rouge qui allait déferler. Et nous... Simplement, vous ne venez pas dans un système où des gens vivent en décrivant l'armée rouge pour leur dire non, votre truc n'existe pas. Donc ils n'étaient pas écoutés. Et vous avez le même système, si vous voulez, aujourd'hui avec l'invasion américaine, c'est-à-dire que les Américains se heurtent à des types qui s'appellent les Afghans, qui sont tous armés, qui n'ont à défendre que leur vallée, et de toute façon, vous pouvez faire des plans, tout ce que vous voulez, vous vous heurterez toujours à cette résistance. Et il y a d'autres pays comme ça, il y a d'autres zones. Donc, ces penseurs qui sont dans les centres de décision sont des gens qui s'adressent autant à leur chef qu'à la connaissance de la population. Je vous dis, moi, j'ai assisté à des crises où je me disais, mais le ministre, il ne s'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas, le sujet. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que j'envoie du militaire ou pas? Je suis désolé de le raconter aussi modestement que ça, mais c'est extraordinaire, c'est fou. Et encore une fois, regardez le cas de Hollande. Un président du Conseil général de la Corrèze. Vous croyez que ça prépare aux questions internationales? Bah oui, c'est ça, c'est malheureux d'un côté, grave. Ce que vous dites, mais de l'autre côté, ce on voit au dialogue franco-russe, c'est que les sociétés civiles ont envie de continuer à dialoguer, même si les élites n'y arrivent pas. C'est pour ça que je vous souhaite une très belle année de bonne communication en 2025, de bons dialogues, et merci de maintenir le dialogue franco-russe. Merci de continuer à faire votre travail, c'est ça surtout.
Je veux dire, c'est ça qui est quand même le plus important. Je veux dire, nous, on ne fait Bien que sûr. vous apporter comment dire, des gens qui veulent bien continuer à participer au travail de rapprochement que vous faites. Mais écoutez, nous, ça nous paraît tout à fait normal. On est là pour Ouais. ça. C'est ça, oui, effectivement. Mais vous avez mis le point là, juste avec ces quelques mots sur une des choses essentielles. Dans toutes les périodes de l'histoire, les gens qui se battaient ont toujours dialogué en même temps.